Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis matins pour un nouvel épisode de podcast. Et cette fois encore, et ça va finir par devenir une habitude cette histoire, je ne suis pas toute seule. Et alors aujourd'hui, je suis avec Nicolas, que j'ai pratiquement jamais appelé Nicolas, parce qu'en fait, c'est mon mari. Bonjour tout le monde, bonjour. Un petit peu stressé d'être là, hein, je le cache pas. Normal. Le podcast, c'est pas facile. Non. Et puis, je sais pas si avec son partenaire, c'est plus facile ou plus dur. Bah, sûrement, ça dépend des gens. Bah, moi, je trouve ça dur. Mais c'est pas un exercice facile, hein. Swazik et Alexia qui se sont assises à ta place précédemment pour en témoigner. C'est pas si simple de se retrouver derrière un micro. Et c'est ce que je disais quand j'ai fait le premier épisode avec Swazik. Même moi qui ai l'habitude, je suis toute seule devant mon micro, c'est pas si simple de se retrouver à deux, de poser des questions. C'est pas non plus le plus pratique, enfin le plus fluide pour moi non plus, mais c'est pas grave. C'est plus le même exercice en fait. Non, c'est plus le même exercice, mais du coup, ça déstabilise un peu. Mais étant donné que mon podcast n'est pas parfait puisqu'il est à mon image, et ben ce sera très bien, même si cafouillage il y a. Donc du coup, depuis, c'est le 3e épisode où je me retrouve en duo. Alors c'est rigolo parce que c'est pas spécialement quelque chose que j'ai réfléchi, voulu. Alors non pas que je me sois forcée non plus, mais c'est presque... pour l'instant, les 3 personnes qui m'ont dit et moi moi je viendrais bien sur ton podcast, et je me suis dit ah ouais, ça peut être cool. Donc je n'ai pas du tout la mécanique de devoir poser des questions, faire une interview, etc. Donc moi aussi ça me déstabilise un petit peu, mais du coup aujourd'hui on s'était dit, quitte à faire un épisode ensemble ou qu'on ait quand même un minimum un sujet quand même. Donc puisque la dernière fois avec Alexia on a beaucoup parlé de l'amitié et de la relation aux autres, mais dans un côté un peu plus amical, on s'est dit que peut-être pour cet épisode-là, on parlerait de couple. Et du coup, en tout cas, on va parler de notre couple, alors qui n'est pas un exemple spécialement, mais qui est en tout cas notre témoignage, quoi. Qui est différent, enfin, ça va permettre aussi de se rendre compte que tous les couples sont différents. Et en même temps, je trouve, avec toujours un peu le même mécanisme, c'est assez rigolo de se dire, mais c'est comme pour le reste, qu'on est tous un peu différents et en même temps pareil. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui vont être bien spécifiques, mais c'est comme si les grandes mécaniques qui sont derrière, ça reste de la relation à l'autre, donc ça reste de l'intimité avec quelqu'un d'autre, et que ce soit en amitié ou en amour, c'est pas si simple. Donc avant de commencer, j'ai eu envie, alors j'y ai pas pensé pour les 2 autres, et je serais obligée de les réinviter pour refaire. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Pourquoi pas moi. Je peux vous conseiller de l'écouter d'ailleurs, j'aime beaucoup ce podcast, et Charlotte Desrosiers là, qui anime ce podcast, demande toujours aux invités de se présenter à travers un objet. Et moi qui aime beaucoup le côté symbolique, etc., je trouve que c'est une manière qui change un peu de parler de soi et de se présenter, et ça a été c'était pas si simple pour Alexia par exemple de se présenter. Peut-être que si je lui avais demandé de le faire à travers un objet, ça aurait été plus confortable pour elle. Donc je vais pas l'appeler Nicolas parce que je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, ça fait 20 ans que je suis avec lui et je l'appelle pas Nicolas, donc je suis désolée, je vais dire mon cœur parce que sinon je vais pas y arriver. Donc mon cœur, oui. Qu'est-ce que tu as choisi comme objet pour te présenter, et parle-nous de cet Alors, objet. Alors c'est assez rigolo parce que du coup j'ai amené un objet pour me présenter qui me représente le mieux. J'ai pas pu amener un volant de voiture, donc parce que j'ai pas pu le démonter sur ma voiture. Du coup, je me suis dit que ma deuxième passion, et ce qui me définit le plus, étant la cuisine, j'ai amené un couteau. Alors, pour les relations de couple en sujet, ça paraît bizarre, parce que j'ai un gros couteau tranchant entre les mains. Oui, je l'ai vu poser à côté du micro, j'ai fait « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Mais pour le coup, moi, j'aime bien le côté de me définir par la cuisine, parce que depuis toujours, pour les gens que j'aime les nourrir, en fait. J'aime nourrir les gens que j'aime. En bon petit cancer, pour ceux qui ont les refs astro, vous comprendrez que j'ai
j'ai à mes côtés un petit cancer pour qui la famille, le nid, et il y a un côté, pour ceux qui connaissent pas quand même, dans l'énergie du cancer, il y a un petit côté mère nourricière. Parce que c'est une énergie, c'est un peu l'énergie de la maman qui veille, de la maman poule, du papa poule. Tout à fait. Oui. Par exemple, on a découvert il y a pas si longtemps, je me suis rendu compte de ça, j'y avais jamais réfléchi. Je déteste que quelqu'un nourrisse mes enfants à ma place. Mais qu'on Mais soit genre, sur des... même moi. Oui, même toi, oui, non, mais Moi n'importe compris. qui. C'est moi qui nourris mes enfants. Et même quand on est en week-end dans la famille, qu'il y a beaucoup de monde avec plein d'enfants ou quoi, c'est souvent moi qui nourris tous les enfants parce que comme ça je nourris les miens au passage. Je supporte pas qu'on nourrisse mes enfants. Et je fais une petite aparté parce que j'ai entendu une anecdote aujourd'hui sur les signes astro, puisque tu es quand même sur un podcast où tu parles beaucoup d'astro. Ouais. Il n'existe pas de tueur en série cancer. Ah bah ça m'étonne pas, c'est des choux. C'est comme dirait Yann, c'est des choux doudous, les cancers. Alors je sais plus, c'est Scorpion, Oh, c'est toujours les scorpions. Capricorne, Ouais, le côté froid peut-être d'être capable. Et- et il y avait un troisième, je sais plus. Franck Ferrand a trouvé bizarre d'ailleurs que ce soit 3 signes complètement différents, mais que ce soit les plus représentés dans les Ah, tueurs il y a en un série. signe d'eau et un signe de terre. Mhm. Après, j'ai pas la rêve du troisième. J'essaie Mais- de réfléchir lequel ça pourrait être, mais Il n'existe pas de tueur en série cancer. ok. Voilà. Je vous laisse cette info. Trop mignon les cancers Oui. pour être des tueurs en série. Pardon. Donc voilà, donc du coup à la maison, bah ouais, la popote, c'est pas pour moi. Donc Non. finalement, nous on a un couple relativement inversé. Si on prend l'archétype justement de la mère nourricière et du père qui donne le nom NOM, parce qu'on dit souvent que la mère donne la vie et que le père donne le nom NON et NOM. Il y a le côté donne le nom de famille quoi et le nom parce qu'il y a le côté amour conditionnel. Alors non pas qu'un papa aime pas ses enfants inconditionnellement, parce que de toute façon là je parle pas en homme-femme, hein, je parle en archétype et c'est une énergie maman et papa. C'est l'énergie qui veille sur les tout petits, et père, mère, c'est une énergie différente. Et souvent, il y a plutôt la maman, justement, la femme qui va avoir le côté maman plus, et souvent le papa qui va être plus l'énergie du père, parce que c'est archétypal. Bah, chez nous, c'est un peu inversé. Le côté chou-doudou vers qui se tourner. Alors je sais me mettre en colère, hein. Mais des colères d'ailleurs dramatiques. Hein. J'ai un petit côté drama queen quand je me mets en colère. Ouais, mais il y a le côté plus l'autorité, c'est presque plus moi en fait. On a un peu un couple inversé là-dessus. Ouais. Dans les archétypes, c'est Alors, un peu. on essaye de se rééquilibrer, mais ça va être le thème de la discussion. Qu'un couple n'est jamais. Bah, je sais totalement même pas stable. si ça a besoin de Enfin, je se sais pas, oui, rééquilibrer parce que ça correspond aussi à notre personnalité et à notre manière d'être. Donc l'idée, c'est pas qu'on se retrouve à être différent de ce qu'on était, mais avant d'être des parents, on a été aussi juste un couple. Alors pas si longtemps que ça, enfin en tout cas en proportion par rapport à ce Non. qu'on a eu nos enfants 5 ans après qu'on se soit rencontrés. Et ça fait donc, alors ça fera 20 ans au mois de juin Ça fait qu'on trop. est ensemble. Ou pas assez. Ou pas assez. Ça dépend du point de vue. On verra. On verra si dans 20 ans on peut refaire un deuxième épisode. Et donc, vous imaginez bien que sur 20 ans, ça n'a pas été, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand je dis aux gens, quand je dis que ça fait 20 ans que je suis avec mon mari, et ça fait 17 ans qu'on est mariés, enfin pas tout à fait, pareil au mois de juin, je vois bien le oh waouh, il y a un peu waouh, 20 ans c'est énorme, et surtout que j'en ai que 40, bientôt 41, donc j'ai quasiment passé la moitié de ma vie avec Nico, et Oh la la vache. moitié sans. Ah ouais. Bah ouais, on s'est rencontrés, on est de la même année, donc on avait 21 ans tous les deux quand on s'est rencontrés, et donc cette année on va avoir 41, et on fête nos 20 ans ensemble, donc quasi, ouais. J'ai jamais vu ça comme ça. Quasi, ouais. Ah, putain. On a quasi passé autant de temps de notre vie ensemble que par ensemble, quoi. Oh la vache. C'est ouf, hein. Ah, c'est dingue ça. Ouais. Donc c'est sûr que, parce qu'on était jeunes, hein, que 21 ans, on était des bibous hein, quand on s'est rencontrés en fait. Et donc je vois bien là, le côté surprise de oh waouh, 20 ans, et avec un petit quelque chose un peu de admiratif, comme si, enfin,
non pas que ce soit... mais de se dire, oh, c'est beau en fait, de l'amour comme ça, qui dure, etc. C'est beau et en même temps, tu vois, moi, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast sur les couples, parce que souvent on nous a dit, oui, mais vous, de toute façon, c'est ton fameux mot, c'est évident que Oui, ça roule. ça roulera, puis ça Ouais. va rouler toute la vie et tout. Et en fait, je trouve que c'est pas juste de nous dire ça, parce que, comme tous les couples, en fait, bah, le chemin, il est pas simple du tout, il a pas Non, été il est simple, pas simple. du tout, Non. sur plein de raisons différentes et à plein d'étapes de la vie différentes. Et oui, vu de l'extérieur, peut-être que ça paraît facile, que ça a l'air de rouler, parce que peut-être qu'on a eu aussi à des moments une pudeur de pas montrer forcément aux autres les moments où on était un peu moins bien, d'essayer de donner le change. Je pense qu'on essaie tous des fois de faire un peu ça. Ou peut-être pas, mais qu'on se dit que de toute façon on arrivera à s'en remettre, ou je sais pas. Bah ouais, alors peut-être que bah, après vu de l'extérieur on voit pas toujours tout. Moi je suis pas trop du genre et puis je peux pas de toute façon cacher quand je vais pas bien, de toute façon ça se voit. Après est-ce que je rentre toujours dans les détails de ce que je traverse? Pas forcément, pas avec tout le monde, en tout cas avec mes amis très proches, je partage parce que j'ai besoin et parce que c'est aussi comme ça que je prends soin de moi et que je prends soin des autres, c'est en discutant, en crevant les abcès, et c'est tout le cœur de mon métier, mais c'est aussi ma manière de voir dans ma vie. Donc je partage les grands moments, mais vu de l'extérieur, je sais qu'il y a un peu... il y a un peu ce truc de... on nous a déjà dit plusieurs fois, bah, si vous séparez, il n'y a aucun couple qui va tenir la route. Avec cette idée un peu de couple idéal, dans un genre d'idéal, mais qui cache bien des choses. C'est comme quand on dit aux gens, oh là là, toi t'as de la chance d'en être là, ou t'as de la chance de faire ci. Enfin, c'est un truc qui me... J'allais sur cet exemple-là, ouais. C'est effectivement... C'est dur, moi, je trouve, c'est pas juste de dire ça aux gens, parce que ouais. y a du boulot derrière quelqu'un qui réussit, où on ne voit que sa réussite. Par exemple, on croise quelqu'un qui a une belle voiture, une belle maison, qui a de l'argent, donc ce qu'on imagine dans la société que tout le monde voudrait avoir. On se dit, oh bah oui, mais lui c'est facile parce que sa boîte elle marche, quoi. Ouais, enfin, sauf qu'à quel moment... Quels ont été ses choix? Ça a été quoi ses choix? Est-ce qu'à un moment il a pas hypothéqué sa maison, mis tout le monde en danger, mis, passez-moi l'expression... oui, alors je dis des gros mots aussi. On peut sur ton podcast, hein. Oui. Qu'il a mis ses couilles sur la table à un moment donné pour se lancer, ou elle, enfin... Et bah c'est pas juste aussi pour nous, parce qu'en fait... c'est du taf, en fait, de rester en couple. Oui, alors c'est pas juste, quand on dit ça, c'est pas dans le côté, c'est vraiment trop injuste, c'est pas aligné, c'est pas juste par rapport à la réalité, en fait, et au travail, de ce qui se cache derrière, derrière les apparences, derrière les portes. On dit souvent qu'on sait pas ce qui se passe derrière les portes closes quand on est à huis clos, et sur 20 ans, vous imaginez bien que des chaos, on en a traversé quelques-uns, des très gros qui nous ont vraiment à 2 reprises surtout vraiment amené à nous dire on fait quoi en fait, est-ce que vraiment on reste ensemble, est-ce que où il y a eu des discussions où on a tout mis sur la table et où c'est difficile en fait, et que si aujourd'hui on est toujours ensemble, c'est parce qu'on l'a choisi. On a choisi de rester ensemble parce qu'on en avait envie, mais que c'était pas la solution la plus simple et la plus facile sur le moment. Ça aurait été plus facile à certains moments de se séparer. Alors la plus simple à certains aspects, oui, mais la plus facile certainement pas, parce qu'en fait, bien souvent les couples, surtout quand on se rencontre jeune, je pense. Je suis pas une experte des couples, mais dans ce que je peux voir au travers des gens que j'accompagne et des différentes mécaniques, il y a quand même quelque chose où les couples ont quelque chose un peu de soit thérapeutique, soit névrotique dans le début. Dans le sens où, au début de nos vies, on est quand même plus englué dans nos blessures inconscientes, ou dans nos blessures conscientes de par les histoires qu'on aurait vécues avant. Je sais pas, quelqu'un qui a été trompé dans la relation précédente va avoir du mal à avoir confiance parce qu'il va y avoir la blessure consciente des relations précédentes. Et puis il y a aussi toutes les blessures inconscientes. Parce que là, moi, pour le coup, ce dans quoi je mets les pieds quand j'accompagne les gens, d'aller voir un peu plus profondément et dans le passé de l'histoire, quels sont justement les mécanismes inconscients qui ont fait qu'on a été attiré par quelqu'un avec qui
la blessure de l'autre vient parfaitement s'imbriquer. Quelqu'un qui a toujours, qui se croit très, je sais pas, démuni, d'avoir toujours besoin d'aide, va tomber sur quelqu'un qui va avoir besoin de sauver, d'être dans le sauveur. Ça va être des enjeux comme ça qui vont extrêmement bien se compléter. Donc il y a des couples comme ça qui peuvent s'être formés sur des blessures qui vont extrêmement bien se nourrir l'une l'autre et se répondre. Sauf que il y a un moment donné où la vie nous ramène à nos blessures et c'est là où on commence, enfin en tout cas nous, c'est ce qui s'est passé, c'est que chacun de notre côté indépendamment, pas pour des raisons de couple, mais pour des raisons perso, on a commencé à faire une thérapie. J'ai commencé la première et t'as enquillé derrière très très vite. Ouais, on s'est un peu suivi en fait. Ouais, mais effectivement, nous on a nourri nos problématiques au début. En fait, on a été un couple thérapeutique. Ouais. Et en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait besoin chacun de se développer, d'aller travailler sur nous-mêmes, sans jamais se dire à un moment en fait qu'on avait peut-être un problème dans notre manière de fonctionner de couple. Oui. Au début, exactement. On s'est juste dit qu'en fait. Chacun avait des soucis perso problèmes. Et qu'il fallait qu'on bosse dessus, donc on est allé travailler là-dessus. Et en fait, on s'est pas rendu compte que du coup, nous, en allant travailler sur nous, forcément, les changements qui allaient s'opérer pour nous-mêmes allaient nous obliger à modifier notre relation dans le couple. Oui. Et ça, on a mis très longtemps, je trouve. Enfin, après, c'est pas un jugement, hein, mais on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte qu'en fait, comme on avait bougé chacun individuellement, mécaniquement, ça bougeait. Le couple tel qu'il le fonctionnement était, de notre couple tel qu'il ne était, fonctionnait parce plus. qu'on n'était plus dans ce besoin de couple thérapeutique, puisqu'on avait modifié notre manière d'être. Et effectivement, et ça, c'est des choses qui demandent du temps et de la douleur, en fait, pour s'en rendre compte aussi, parce qu'on force. Ça a toujours fonctionné comme ça, donc on essaye d'insister. C'est même plus ça, je suis même pas sûre que ce soit insister, c'est juste que il y a quelque chose qui s'installe, de l'ordre du réflexe. Et donc en fait, on fonctionne comme ça parce qu'on s'est mis à fonctionner comme ça, et que c'est vraiment des schémas type réflexe. Et donc en fait, combattre un réflexe, c'est vachement dur. Souvent, je prends l'exemple d'apprendre l'anglais, ou de devoir parler anglais alors qu'on parle couramment français. Le réflexe de la première chose qui nous vient à l'esprit, ça reste le français. Et donc il faut faire un vrai gros effort conscient pour dire attends, je ravale ma phrase en français, comment on fait déjà, ça demande beaucoup de réflexion d'aller chercher la nouvelle manière de parler pour parler dans une autre langue. Et là c'est un peu pareil en fait, c'est-à-dire que il y a quelque chose dans notre couple qui s'était installé de l'ordre du réflexe, sur lequel en plus il n'y avait pas vraiment de conscience, c'était un fonctionnement comme un autre. Oui, qui n'était pas quelque chose de problématique, qui nous mettait en danger dans notre individualité. Enfin, voilà, non, mais parce que des fois on peut avoir des comportements de gens un peu à risque ou quoi, mais là non, on n'était pas spécialement... on s'en rendait pas compte, mais on était dans nos névroses quand même, de toute façon. En fait, on s'en rendait pas compte, mais ça... Parce je pense profondément qu'on fonctionne tous comme ça, et que on agit pour protéger nos blessures en espérant qu'elles vont guérir si les autres prennent suffisamment soin de nous. C'est un peu ça, je schématise un petit peu, mais et d'imaginer que ça pourrait venir de l'extérieur pour se sentir rassuré, ça dépend du type de blessure, mais et puis finalement, le moment où on se rend compte que malgré tous les efforts qu'on a pu faire pour que les autres soient bien, que les autres en face aient aussi fait beaucoup d'efforts pour que nous, qui faisons partie des autres, du coup, qui sommes en face, aillent bien, et que ça aille toujours pas, il y a un espèce de truc de waouh, c'est dur. Et moi, je trouve qu'il y a deux grands caps. Alors, c'est aussi par les connaissances astro que je dis ça. Il y a un peu une sorte de crise de la trentaine et de crise de la quarantaine. Alors, sans rentrer trop dans les détails, la crise de la trentaine a un rapport avec Saturne qui a fait un tour complet en 30 ans et qui revient à son point de départ. Et déjà, ça vient, alors c'est pas tout à fait 30 ans pile poil, mais c'est grosso modo autour de la trentaine. Et on voit bien que les trentenaires, même nous, si on regarde à 30 ans, ça faisait déjà presque 10 ans qu'on était ensemble. Ouais. Et c'est le moment où notre vie a explosé. Alors, pas notre couple, mais notre vie. C'est-à-dire qu'on habitait dans les Côtes-d'Armor, on avait acheté un terrain, on avait déposé un permis de construire. Moi j'étais née là-bas. Tu voulais pas en partir? Ah non, j'avais jamais eu envie. La question s'était même pas posée, quoi. J'avais pas du tout envie de. Si, on en avait parlé en plus. Un petit, vite fait, mais vraiment, moi c'était pas dans mon. Enfin, moi c'était vraiment pas dans mon. On avait dû en parler une fois ou deux au début, et puis c'était tellement non qu'on en avait jamais reparlé, quoi. C'est ça.
Donc j'étais bien sur mon petit... ma mère m'appelait ma bernique. Alors, pour ceux qui sont pas au bord de mer, c'est les petits coquillages en forme de chapeau chinois qu'on peut vraiment pas attraper à la main en fait. À partir du moment où il s'est collé sur le rocher, il faut une pierre ou vraiment on peut pas l'enlever quoi. Donc ma mère m'appelait ma petite bernique parce que j'étais accrochée à là où j'étais, à ce que je connaissais et avec zéro envie d'en partir quoi. Et puis du jour au lendemain, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, du jour au lendemain, alors que tout était enclenché pour le terrain, tout ça, on avait vraiment déposé les plans, tout le permis avait été accepté, c'était dans un lotissement qui n'était pas tout à fait fini, donc on était en stand-by de ce truc-là, mais tout était lancé dans l'absolu. Où en fait, il y avait eu beaucoup de retard Ouais. lié à des intempéries. Et c'est rigolo, hein, la vie. Hein, comme, Ouais. ça avait pris du retard, et du coup, on n'avait pas pu lancer les travaux, les commencer, qui auraient dû commencer presque 6 mois plus tôt quasiment. Et puis du jour au lendemain, moi j'ai eu une opportunité professionnelle sur Quimper, mais où on a été obligé de déménager, enfin obligé. On a fait le choix de déménager, choix, c'était une promotion. Ouais, la prise de poste était 15 jours après. 15 jours après, quoi. Ouais. Et on a su ça la veille de la signature définitive chez le notaire. C'était un truc de dingue. Et là, littéralement, la vie telle qu'on... Enfin, en tout cas, pour ma part, la vie telle que je l'avais imaginée, on avait déjà nos 2 enfants. Louis, le plus petit, et avec 13 mois, il marchait même pas. Il a fait ses premiers pas dans le Finistère. Et en fait, la vie telle qu'on l'avait connue, autour de cette trentaine, la crise qu'on a traversée, c'est que notre vie telle qu'on l'avait planifiée a explosé et qu'on s'est retrouvé tout seul dans le Finistère, à vraiment un nouveau départ qui était pas prévu, pas planifié, pas attendu, pas voulu spécialement. Une fois l'opportunité, on a choisi de faire ça, mais et ça a remis, et ça a été le point de départ. Pour moi, c'est quand on est arrivé ici que moi je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup de choses qui allaient beaucoup plus mal que ce que je croyais, à titre individuel. Et ça a été un tel fracas en fait de partir de cette manière-là que c'est là où j'ai rencontré une médecin dans un premier temps qui m'a vu m'effondrer en évoquant la naissance de mon fils et qui m'a dit « Oups là, il y a quand même un petit trauma, là, on va faire une petite séance d'hypnose » et ça a été tellement incroyable que à la suite de ça, c'est elle qui m'a dit « Alors ma petite bichette, vous allez aller voir Yann Cano et il va vous aider » et donc voilà comment j'ai rencontré Yann qui a été mon thérapeute pendant des années. Et Nico a enchaîné tout de suite après moi parce que toi ça a été un chaos effroyable aussi quand on est arrivé. Ouais, on est passé de... En fait, c'est vrai que notre schéma de vie a complètement volé en éclats, quoi. On est passé de... On habite... Oui, puis que l'opportunité pour laquelle on partait, on n'était pas une. Ça a été genre oui, en plus, ouais. Ça a été un calvaire sans nom. Je suis parti sur un miroir aux alouettes qui, en fait, arrivé sur place, n'était plus du tout ce qu'on m'avait promis. Alors, pour des tas de raisons, notamment du fait que le groupe pour lequel je travaillais a explosé en vol. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses, mais ça a été une descente aux enfers. Une descente aux enfers et un changement de tout. Mais j'aimerais revenir juste sur aussi le côté du couple, pour revenir là-dessus, où on a une espèce d'image d'Épinal, je trouve, où on dit que un couple réussi, c'est que ça doit rouler, ça doit être facile, on rencontre la bonne personne et puis ça roule. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on se rend compte, comme nous par exemple, on est jeune, on est sans enfant, on a un rythme de vie du travail qui fait qu'on a un certain style de vie. Moi à l'époque, en plus, t'étais étudiante quand on s'est rencontrés. Moi j'étais en train de finir ma licence. Moi j'étais barman, je travaillais de nuit, enfin voilà, c'était une vie de fête beaucoup. On sortait une vie atypique où on vivait un peu la nuit, où on dormait le jour, enfin voilà, on avait des choses un peu particulières. Et en fait, on nous dit que le couple, ça doit être facile, ça doit rouler, mais sauf qu'on passe de ça à ensuite on a des enfants, un travail de journée, on construit différemment. En fait, c'est pas une relation à deux, un couple. C'est une relation à plein de paramètres. Il y a des enfants qui viennent se greffer là-dedans. Déjà, les enfants, ils se rajoutent là dans la famille, mais dans le couple, ils n'ont rien à voir. Par contre, le couple, c'est pas une relation à deux. En fait, il y a trois entités. Il y a la personne 1 du couple, la personne 2, et il y a le couple en lui-même, qui est pour moi une entité à part. Réellement. C'est-à-dire que c'est pas 1 plus 1 égale 1. C'est 1 plus 1 égale 3 en réalité. Parce qu'il y a 2 personnes qui ont une individualité et il y a une entité couple. Et que ce soit pour ça ou pour n'importe quoi d'autre, si on n'est pas bien avec soi-même, le couple ne peut pas bien aller, le travail ne peut pas bien aller, s'occuper des enfants ne peut pas bien aller. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la personne la plus importante de nos vies, celle qui est prioritaire, est
personne ne se met à cette place-là, mais la vraie place, c'est en premier. Parce que nous sommes la seule personne à qui on ne peut pas échapper. Du premier souffle au dernier, la seule et unique personne qui sera là à chaque instant de nos vies, c'est nous-mêmes. Donc si on n'est pas bien avec nous-mêmes, ça part mal sur n'importe quel type de relation à l'autre. Ouais. Et du coup, quand on construit un couple sur 2 personnes qui ne sont pas très bien, qu'elles s'en rendent compte ou pas, et ben il y a un type de fonctionnement qui va se mettre en place. Et je dis souvent que je crois pas à l'amour éternel comme on pourrait voir voilà, dans les contes de fées, de ça part comme ça, et il y a une espèce de continuité immuable. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Et je pense que au cours de sa vie, on a plusieurs couples, et parfois c'est avec la même personne, et parfois il y a un changement, et c'est avec une autre personne qu'on continue son chemin. Mais je pense profondément que les personnes qui sont dans des couples qui durent depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans, c'est des personnes qui ont vécu différents types de couples. Parce que, clairement, aujourd'hui, à 40 ans, en train de frôler les 41, oui, si, il faut voir la réalité en face. Non. Si. Je suis du 13 mai, nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Oui, le 41 me siffle aux oreilles. On peut vivre un peu dans le déni ou pas? Oui, c'est un petit truc de cancer, ça. Ouais. Bon, si je vivais dans un monde merveilleux... Ah ouais, ce serait bien. Ouais, mais tu vois, à l'inverse, je trouve que du coup, cette image qu'on donne du couple, tu rencontreras le prince charmant ou la princesse charmante et tout roulera jusqu'à la fin. Ouais, moi je trouve ça en fait... réducteur. Ouais, puis ça met une fausse croyance en fait. Tu t'imagines que ça doit être ça, alors qu'en fait pas du tout, comme tu dis. Il y a plusieurs couples, il y aura plusieurs moments qui seront difficiles, et ce sera des choix, et il faudra voir comment faire évoluer la relation à l'autre. C'est ça, et dans tous ces chaos qu'on a traversés, celui-là il était quand même balèze, et s'ensuit après au fil des années des moments où y a des choses qui vont moins bien pour l'un, puis c'est l'autre, et puis du coup ça joue sur la relation de couple, et arrivent les grands moments où on pose tout à plat et où on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est vraiment encore heureux ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble par habitude et qu'en fait on se pose même plus la question ? Et on a mis tout ça sur la table. Dans cette trentaine-là, entre 30 et 35, ça a été les sujets. Parce que c'était à l'époque où j'étais chez Génération, donc on était quand même là depuis quelques années. Ouais, ça devait être 32, un truc comme ça. Ouais, peut-être par là, où vraiment... Et encore, parce qu'avant, on n'était pas bien individuellement, donc on n'a pas réussi peut-être à se poser la question, mais oui, entre 30 et 33, ouais, peut-être. Où vraiment, on a posé les choses, et c'est là où on s'est dit, on avait déjà quand même cheminé pas mal dans le côté thérapie, dans le côté d'apprendre à mieux se connaître, dans le côté d'apprendre à se voir différemment, soi-même, pas l'un l'autre. Tout le travail de thérapie finalement, qui est jamais fini ceci dit, mais qui a été le gros morceau, où d'un seul coup tous les réflexes qui correspondaient à nos anciens schémas existaient encore dans cette entité couple, alors que chacun de nous avait fait un autre travail. Et du coup, cette espèce d'entité couple venait comme un espèce de réflexe qui nous faisait des auto-croche-pattes l'un l'autre. Et il y a eu un moment où on n'arrivait plus, on était complètement paumés. Et c'est la première fois où vraiment on a remis en question notre couple, et on s'est rendu compte à ce moment-là que ça aurait été plus simple de se séparer, parce qu'au moins, une fois chacun de son côté, on n'avait plus qu'à reconstruire une relation à nous-mêmes. Parce que aussi notre couple de départ, notre couple thérapeutique, était très fusionnel. C'était un couple fusionnel en fait. Ouais. Et c'était ça notre grosse problématique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait on s'est nourri l'un l'autre parce qu'on était fusionnel, parce que ça nous nourrissait chacun nos problématiques. Oui, on a clairement fait du 1 + 1 = 1. Genre beaucoup trop et beaucoup trop loin, sans enlever notre individualité en fait. Oui, 1 + 1 = 1. On n'existait plus qu'en tant que couple, plus en tant qu'individu. L'un ou l'autre était invité, c'était même pas envisageable qu'il aille tout seul quelque part par exemple. Ouais, c'est ça me fait... Alors, ceux qui auront la rêve de Scrubs, c'était Thurla. Quand Turk et Carla, et à un moment donné où c'est un couple, il raconte un peu une histoire sous forme un peu magique, comme un conte de fées qu'il raconte à un enfant. Et il parle d'une espèce de monstre bizarre qui est en fait un humain à 2 têtes. Et c'est ce Turk et Carla qui sont mariés et qui ont ce truc de faire putain.
et d'être une espèce d'entité chelou Et que du coup, où on tout s'est le monde mis se perd, quoi. ouais, et on s'est mis à travailler chacun notre individualité pour se retrouver en tant que personne. Mais sauf que du coup, on s'est retrouvés effectivement, enfin, on était sur le chemin de se retrouver chacun notre individualité, mais quelque part un peu enfermé dans ce truc de fusion de deux. Bah, de nos réflexes, de notre Mais c'est manière dur d'envisager les choses, c'est très dur. De s'enlever ces réflexes-là de fusion Ouais. et de se dire, on redevient individuel, on défusionne, mais ça veut pas dire qu'on s'aime plus. Alors moi, en tout cas, c'est ça qui m'a Ouais, ça a posé le été plus de dur problèmes. pour toi, ça. Ouais. De me dire, bah ok, on va chacun prendre entre guillemets de la distance. Enfin non, je sais même pas. Moi j'ai eu du mal à comprendre ce concept en fait. Bah oui, parce que entre eux, je vais pas à tout de. Mais c'est vrai qu'avec le petit côté cancer qui veut fusionner, qui veut faire sa petite famille, son petit. Il y a un petit côté parfois excessif de fusion et que l'amour et le lien à l'autre, il y a un peu ce côté fusion de clan, de famille, de y'a que nous, de cette espèce de noyau et c'est vrai que ça a été difficile pour toi ce morceau-là. De comprendre que de défusionner voulait pas dire qu'on cassait notre couple ou qu'on allait se perdre ou qu'on s'aimait même pas moins. Moi j'avais l'impression que si on s'éloignait, si on se défusionnait, on allait moins s'aimer et qu'on allait finir par se quitter en fait parce que chacun allait faire un peu de son côté. Donc ça a été moi effectivement quelque chose d'assez compliqué mais à comprendre et puis après à intégrer et à appliquer parce que c'est toujours pareil, c'est comme quand tu vas en thérapie. Entre le moment où on te dit les choses, tu les comprends, ouais. Tu conscientises le concept qu'on t'a dit, tu dis oui, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, ouais. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est ça. Et c'est là où il y a replonges, mes fameux petits riens du quotidien, où je trouve que c'est typiquement dans ces petits riens du quotidien que vont être que tous ces concepts-là qui sont un peu abstraits au départ prennent tout leur sens et deviennent extrêmement concrets. Et c'est vraiment par ces petits trucs du quotidien. Dans notre problématique à nous, pour vous donner un exemple concret de petits trucs, donc Nico est quelqu'un qui prend beaucoup soin et qui va exprimer son amour en prenant soin de l'autre, alors de son estomac, mais pas que. Il est très attentionné, vraiment aux petits soins, tout choubidou, petit cancer. Mais il y a un côté, en fait, étouffant, de venir au devant encore et encore et encore et encore et encore. Et il se trouve que moi, dans mes enjeux, j'ai une problématique à prendre soin de moi. Mais du coup, en fait, comme il répondait à mes besoins avant même que je me sois rendu compte qu'il y avait un besoin, et ben moi je ne pouvais pas connecter la part de moi qui était incapable de prendre soin d'elle et j'avais besoin de me confronter à ça. J'avais besoin de me rendre compte que si il m'amenait pas un verre d'eau, je n'allais pas boire. Et c'est pas pour le plaisir de me laisser dans ma difficulté, c'est juste que j'arrivais pas à réaliser que j'étais hyper dure, voire même presque violente avec moi-même dans certains comportements parce que en mode survie, moi un truc qui t'a toujours fait halluciner, c'est que moi je vais faire pipi parce que c'est pratique, pas parce que j'ai envie, quoi. J'ai la flemme d'aller faire pipi. Il me dit mais comment tu peux faire ça? C'est pas possible. Je suis à ce niveau de mes besoins, enfin beaucoup moins, mais c'était à ce niveau-là et du coup c'était difficile pour moi d'être confrontée à ma problématique parce que la prévenance que tu pouvais avoir me coupait de ça. Et toi, tu n'arrivais pas à voir que c'était problématique d'être en mode sauveur comme ça. Et là où c'est un cercle vicieux, c'est que moi, ça ne me demande tellement pas d'effort de faire ça. C'est-à-dire que moi, de me lever parce que tu as envie d'un bout de chocolat, d'un verre d'eau, ça ne me pose aucun effort. Mais ça ne me demande, mais même pas de me dire, ça m'effleure même pas de me dire, bah ça va, elle pourrait se lever. Enfin, c'est ça, c'est que moi, mon mécanisme, et ça se voit, on part en vacances avec des amis ou quoi que ce soit. C'est moi qui vais souvent faire à manger, oui, t'aimes réellement j'aime bien, ça. Et ça me demande pas d'effort. Ça me demande plus un effort de pas faire que de faire. Bah, c'est l'effort que j'ai eu besoin que tu fasses pour pouvoir, moi, avancer. Mais c'est là où notre fusion était problématique. Était compliquée à enlever parce que ce qui, toi, te fait du mal, moi, ne me demande aucun effort et inversement dans les deux sens. Et du coup, Et bah, c'est là où tous les réflexes d'un quotidien... En fait, ont pris le pas, enfin, ils nous ont auto-croche-paté, j'en ai fait un verbe, et où ça a été hyper compliqué de réajuster. Après, là, on pourrait presque avoir l'impression qu'il a fallu qu'on s'empêche d'être qui on était, mais ça a été temporaire, c'est-à-dire que c'était le temps que chacun se réajuste, et comme je le dis souvent, c'est pas le choix qu'on va faire qui va être déterminant, de savoir si on a fait le bon choix ou le mauvais choix, c'est de pourquoi on a fait ce choix-là. Et
aujourd'hui, avec tout le travail de conscience qu'on a fait, parce que c'est aussi ça la thérapie, tout le travail de conscience qu'on a fait, c'est qu'à partir du moment où on est conscient de ces enjeux et du coup on a pu s'en occuper soi-même, que on commence à se réparer, que on a compris comment fonctionne l'autre, comment on fonctionne soi-même, etc. Enfin, même si on comprend jamais totalement l'autre, mais quand on a fait tout ce chemin-là, et qu'on s'accepte comme on est, et ben d'un seul coup, exactement le même comportement qu'avant la thérapie n'est plus problématique. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, tu peux encore des fois te lever pour aller me chercher un bout de chocolat, parce que je vais te le demander déjà, et pas parce que tu vas aller me le chercher. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, là où on a ouais. changé, et en fait, bah, ça repasse encore, comme tu dis souvent, sur la communication, Mm. c'est qu'en fait, j'ai pas changé ma manière de faire, Non. j'ai changé en communiquant. C'est-à-dire que, par exemple, je te faisais ton café d'office tous les matins. Ouais. Et une fois, tu m'as pourri parce que j'avais pas fait le café. Non, parce que tu le faisais et que... Alors, je l'avais pourri. Tu m'avais jamais rien demandé, mais Oui. que là, cette fois-là, je sais plus J'étais pourquoi... en retard ou je sais pas quoi, et il n'y avait pas le café, du coup, Ouais. dans ma gueulante, parce que je suis une gueularde, j'étais en mode « Ah putain, mais il n'y a pas le café !» Mais c'est même pas que je t'ai engueulé, c'est que j'ai fait genre oh, j'ai même pas mon café, j'étais à la bourre, donc j'ai gueulé parce qu'il n'y avait pas de café, je lui ai pas reproché de pas avoir fait le café, mais j'ai gueulé parce qu'il n'y avait pas de café, et du coup... Et moi, si le ton hausse, en plus, je prends ça contre moi, donc ça c'est... Ça c'est ma problématique, mais du coup après maintenant ce que je fais c'est que je te pose la question en fait, c'est-à-dire je vais toujours faire le café si j'en ai envie le matin en me levant, parce que alors là je le fais plus parce que je bois plus de café, mais ça c'est encore autre chose, mais et en fait je demandais est-ce que je te fais un café, et c'est en ça où on a pu modifier, et c'est là où tu dis les petits riens du quotidien, c'est-à-dire que j'ai pas changé, j'ai continué à faire le café, sauf qu'au lieu de le faire par principe sans que tu aies su si tu avais envie du café, je te demandais le matin, est-ce que je te prépare ton café ou pas. Oui, et que et moi... des matins tu me disais oui, des matins tu me disais non. Ou parfois, et en fait, même pendant un moment, et c'est là où en fait parfois quand on est sur un chemin, il faut faire l'extrême inverse et se forcer pour pouvoir revenir à un équilibre. C'est que je lui ai expressément demandé de ne pas me faire mon café. Alors ça a l'air complètement con de bugger sur un truc comme ça. Pendant un moment, je l'ai pas fait du tout. Je lui avais dit ne fais pas ton café, parce que j'avais besoin de me lever suffisamment tôt pour faire quelque chose qui était important pour moi, c'était d'avoir mon petit mug réconfortant de café en arrivant au boulot, et un boulot qui me plaisait pas en fait, en plus à l'époque, et c'était compliqué, et j'avais besoin d'être celle qui prend soin de moi, ou de me rendre compte que c'était compliqué, mais j'avais besoin, et en fait j'ai focalisé sur un détail comme ça, et je trouve que c'est en jouant sur ces détails-là du quotidien qu'en fait on fait des énormes transformations. Et donc je lui ai demandé expressément, je lui ai interdit, on va être clair, je lui ai carrément interdit de me faire mon café. J'ai dit, laisse-moi me démerder avec mon café. Et jusqu'au jour où il y a eu un moment où j'étais à la bourre ou je sais pas quoi, où je lui ai dit oh, ce matin je suis dans le jus, ça va pas du tout, est-ce que tu peux me faire mon café en même temps qu'il se faisait le sien. Et bien sûr que oui, il l'a fait. Mais et ça a pas la même connotation, parce que sinon il y a un truc il y a un espèce d'empêchement de part et d'autre, et que moi je l'aime pas parce qu'il me fait du café sans que j'ai besoin de demander en fait. Je t'aime pas pour ce que tu fais. Non, je sais, mais mais en fait mais à l'inverse, je ne le fais pas pour que tu m'aimes. Oui, tu vois ce que je veux dire. C'est là où en fait il faut comprendre les trucs, c'est que moi je le fais pas par contre pour que tu m'aimes. Ça fait partie de ma nature, je le fais même au boulot. Oui. J'achète des bonbons, j'ai un pot rempli de bonbons sur le bureau pour mes techniciens. C'est une maman, je vous dis, c'est une maman. Parce que mes techs, ils vont passer leur journée sur le terrain, c'est un peu dur, donc le matin, ils ont le droit à leur petit Werther's original de petit vieux au caramel. Que même Lucas, mon stagiaire qui a 22 ans, il est là, putain, je suis devenu un petit vieux, je crois que je suis addict au Werther's original. D'ailleurs, si Werther's passe par là, vous pouvez m'en envoyer, parce que ça me coûte cher en bonbons. Mais non, je le faisais pas pour ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, de se rendre compte sur des... On s'imagine souvent que pour changer, il faut tout révolutionner. Ou il faut faire des grandes choses. Et en fait, non. Pas forcément. C'est comme pour l'écologie, nous, quand on a commencé à plus vouloir utiliser plastique, de choses avec à réduire, hein, parce que quand je vois le rythme de nos poubelles jaunes, c'est pas encore ça. On a essayé, on a commencé par des petites choses. On a remplacé le produit vaisselle par du savon de Marseille. Ouais. On a remplacé le sopalin par des lingettes en tissu que tu avais faites. Mais on n'a pas tout changé notre système de fonctionnement dans la maison. Parce qu'en fait, si on révolutionne trop d'un coup, en fait, ça marche pas parce qu'on se met dans une contrainte. C'est difficile. En fait, il y a trop... Souvent, ça fait trop, on est noyé. Souvent, je prends l'exemple quand j'accompagne les gens, mais c'est valable dans ma propre vie aussi, dans ma propre expérience. Je donne l'exemple d'un rouage. Si tu visualises le mécanisme d'une montre, de n'importe quoi, on s'en fout, ou quelque chose de même plus gros, ce sera plus visible. Mais il y a des petits trous crantés,
Et en fait, quand les premières roues commencent à tourner, elles entraînent les suivantes, qui entraînent les suivantes, qui entraînent les suivantes. Et plus ça va, plus avec l'effet de levier, les roues sont grandes. Mais à la base, c'est le cœur du mécanisme et les toutes petites roues du départ qui, elles, sont enclenchées par une tige. Et en fait, elles sont minuscules, ces roues-là. Mais c'est ces roues-là, en fait, qui vont impulser un mouvement qui va devenir de plus en plus grand, de plus en plus grand. Si on voulait faire bouger la grande roue... déjà, il faudrait l'arrêter. Ouais. Donc déjà, je pense en essayant d'arrêter la plus grande des roues, je pense qu'on se ferait mal. Et que si on arrivait à l'arrêter, on ferait exploser le mécanisme. Ouais. Alors que si on arrête... En fait, il faut vraiment imaginer ça, qu'un changement de cap... On ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut imaginer, là, si on prend cette image de mécanisme, et on peut imaginer le couple, puisque là, c'est le propos, mais ça pourrait être transposé à d'autres choses, le couple comme un mécanisme qui aurait de l'inertie. Donc, en fait, il y a eu un mouvement d'enclencher, et il y a une certaine forme il y a le mouvement qui continue d'être impulsé dans cette direction-là. Puis quand, en fait, on arrête d'alimenter cette direction-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une forme d'inertie, c'est-à-dire que les rouages continuent encore un petit peu tels qu'ils ont commencé, jusqu'au moment où ils s'arrêtent. Et là, pour relancer toute la machine, il y a un temps aussi d'inertie dans l'autre sens, en fait. Et c'est ces moments d'inertie où en fait, c'est en faisant des petits pas qu'on arrive en haut de la montagne. C'est ce que je disais aux gens. C'est comme si on voulait en un seul pas se retrouver tout en haut de la montagne. Non, on va resserrer le focus sur ces petits pieds. Comment vont tes petits pieds ? On s'en fout du reste pour l'instant, juste tes petits pieds. Est-ce que tu as des cloques ? Est-ce que tu as des bobos ? Est-ce qu'il y a besoin de mettre des pansements ? Est-ce qu'il y a besoin peut-être même de ne pas marcher pendant 1 semaine pour que les pieds se refassent ? Et ensuite, est-ce que tu as les bonnes chaussures par rapport au terrain, par rapport à la météo, par rapport à tout ce que tu veux ? Et au fur et à mesure, tu ajustes, tu changes de chaussures quand la saison change, etc. Et puis, tu regardes tes pieds. Et tu suis la direction de la montagne éventuellement, et un jour tu te réveilles et putain t'es en haut de la montagne. Mais ça, t'y es arrivé, mais par tout petits morceaux, et moi je crois profondément à ça. Et on a ajusté, et on ajuste encore notre couple, parce que la crise là qu'on a pris le temps un peu de détailler, c'est pas la plus grosse. La plus grosse, on a fait une crise de la quarantaine, un petit peu en anticipé, il y a 2 ans, là c'est l'entité couple qui a explosé. Autant c'était notre vie, le quotidien dans lequel on était qui a explosé et ça nous a amené à faire de la thérapie individuelle, ce qui a amené à remettre en question le couple. Autant là... Mais on n'avait pas travaillé suffisamment le couple et là on a explosé. Ou en tout cas il y a eu les ajustements qu'on a fait à ce moment-là. En fait, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, en fait on n'est pas du tout les mêmes personnes et donc on a des besoins différents, on a des attentes différentes comme n'importe qui évolue. Alors c'est rigolo parce que ce que tu dis là, moi c'est ce que j'expliquais quand j'étais dans l'immobilier à mes clients. Je leur disais, on devrait avoir 5, 6, 7 maisons au cours d'une vie en fonction de nos phases de vie. Oui, c'est vrai, ouais. Quand on est célibataire, il nous faut un type d'appartement, un type de logement spécifique. Quand on se met en couple, on a envie d'un truc un peu à deux, un peu différent, peut-être un peu plus cocoon pour se retrouver. Ensuite, quand on a les enfants, on a besoin de plus d'espace, peut-être une maison avec un jardin. Mais ensuite, parce que les enfants sont petits. Ensuite, les enfants deviennent ados, on était à la campagne, peut-être qu'on veut se rapprocher d'un centre-ville parce que c'est plus facile. Donc on voit bien, par exemple, là, notre fille, elle va aller au lycée l'année prochaine, ça veut dire qu'elle va devoir se lever à 6h du matin pour aller prendre son bus parce que le lycée est loin. Donc peut-être qu'on devrait envisager de se rapprocher, enfin voilà. Donc je disais ça aux clients. Et qu'ensuite, que quand les enfants quittent la maison, on avait peut-être une maison de 160, 170 mètres carrés avec 4, 5 chambres parce qu'on avait 3 enfants. Et que d'un coup, ils s'en vont, on se retrouve plus qu'à 2 dans cette maison où en plus il y a tous ces souvenirs. Alors est-ce que peut-être ce serait pas plus intelligent de prendre plus petit dans un autre endroit pour essayer une nouvelle chose, ou ensuite quand on devient vieux, on a envie d'avoir des commodités, des choses plus accessibles. Enfin voilà, je trouve que dans les phases de la vie, on devrait avoir des logements différents, et pour le couple aussi. Alors c'est pas forcément on devrait, mais oui, c'est hyper... ça évolue. C'est vrai que c'est hyper pertinent comme comparaison parce qu'on voit bien que les besoins et les envies et les attentes sont pas les mêmes selon les âges et effectivement j'aime bien en plus moi les images un peu concrètes comme ça et oui le couple aussi en fait fait partie des choses qu'on ajuste. Alors c'est peut-être pas aussi faisable que ça de déménager, encore que pourquoi pas, mais en tout cas d'adapter le logement, de changer la déco quand on en a ras-le-bol aussi. C'est aussi des trucs aussi bêtes que ça parce que nos goûts ont changé, parce que je sais pas, dans l'air du temps ça a changé et qu'on a envie de changement et donc il faut savoir s'adapter. Donc loin de nous l'idée de nous proclamer, de nous autoproclamer comme un modèle de couple, parce que de toute façon ce qui a fonctionné pour nous n'engage que nous. Mais s'il y a bien un conseil
qu'on peut vous donner dans des enjeux de couple que vous pouvez tout à fait transposer avec des relations de boulot, des amitiés, dès qu'il y a une ça marche relation pareil. humaine en fait. Relation humaine, oui. C'est d'avoir, déjà de communiquer, hein, c'est hyper original, mais de communiquer et de s'autoriser à se transformer. En fait, accepter de lâcher ce que vous étiez hier. Que ce qui vous débectait à un moment donné, peut-être d'un seul coup, vous fait vachement envie. Ne pas mettre la relation et l'image qu'on a du couple sous un globe de verre en se disant Faut pas que ça l'idéal bouge. du couple, voilà, c'est ça que je veux. Et il est figé, il bougera plus, c'est ça que je veux ça. toute ma vie. C'est le mari parfait, c'est la vie parfaite, c'est figé. Non, ça Ça va n'existe évoluer, pas. Ouais, ça n'existera n'existe pas. Et en fait, de s'enlever. En fait, toutes ces croyances qu'on nous met enfant, je trouve, il y a beaucoup de choses que la société. Enfin, quand je dis qu'on nous met, c'est pas forcément les parents, quoi, mais cette image, toutes ces images d'Épinal, je trouve, qui à un moment donné, peuvent bloquer, je trouve, dans. T'avais une copine comme ça, à un moment donné, qui avait du mal avec sa relation, où tu lui avais dit qu'il fallait qu'elle fasse des efforts sur son nouveau mec. Je sais pas où tu vas. Je sais plus non plus. Enfin bref, que dans sa relation, il allait falloir qu'elle fasse des efforts. C'était de comprendre qu'il fallait faire des efforts dans sa relation pour la nouvelle personne. Quand elle lui avait dit qu'il fallait qu'elle coupe les ponts avec son ex. Je remets pas, l'exemple, mais il y a, enfin, je sais pas s'il faut faire des efforts pour l'autre, mais il faut faire des efforts pour soi en tout cas. C'est-à-dire pour pas reproduire des schémas qui ont amené une relation quelle qu'elle soit à échouer. Si tu changes de boulot parce qu'il y a rien qui se passe bien, mais que tu te remets pas en question et que tu te rends pas compte quelle a été ta partie à toi pour en arriver à ce résultat désastreux, parce que t'as fait la moitié du chemin. Quelle que soit la situation de laquelle on parle, tu as fait la moitié du chemin. Si tu n'arrives pas à voir quelle est ta moitié du chemin et que tu penses que c'est les autres, le boulot, l'entreprise, le secteur d'activité, le machin, bref, le contexte qui est responsable alors que le contexte est neutre, quand tu vas changer de boulot, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins rapidement, il y a quelque chose qui va se réinstaller, qui va ressembler, et c'est là où on finit par tomber dans des schémas répétitifs. Et donc, effectivement, si on ne fait pas l'effort de se demander qu'est-ce que j'attends d'un boulot, qu'est-ce que j'attends d'un couple, qu'est-ce que j'attends d'une amitié, qu'est-ce que j'attends de la vie, et de pouvoir voir quelle est la part sur laquelle tu peux faire quelque chose, oui, il y a quelque chose de névrotique et de souffrant qui va se mettre en place. Et donc quand on reforme un couple après une séparation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de réflexes, il y a eu souvent de la souffrance, et donc puis le moment de la séparation, parfois on s'aime plus du tout et c'est difficile, et puis parfois on s'aime et on se rend compte qu'on peut juste pas vivre ensemble, et je crois que c'est encore plus difficile de quitter quelqu'un qu'on aime. Ça va être encore plus dur. Ouais, quand j'accompagne, je vois que parfois je vois bien qu'il y a de l'amour entre les personnes, mais qu'il y a une espèce d'incompatibilité, d'impossibilité d'être ensemble, et c'est super dur en fait quand on a de l'affection pour l'autre, mais peu importe ce qui va pousser à se séparer, la nouvelle relation va être teintée de cette expérience-là ou de ces expériences-là et de ces fameux réflexes de pas vouloir reproduire la même chose, sauf que si on a des réflexes et qu'on est méfiant par rapport à l'autre, en fait il y a ce truc d'être soit en train d'attendre le faux pas de l'autre. J'ai vu une vidéo de Franck Lobvet ce matin passer sur mon feed où il était dans une conférence, et je sais pas qu'est-ce que la personne avait dit. Il y a une femme qui avait parlé, mais on n'entend pas ce qu'elle avait dit. Et en fait, il lui dit « Ah ouais, d'accord, donc en fait, avec toi, quand on rentre en relation avec toi, il faudrait que tu annonces la couleur que en rentrant en contact avec toi, on n'est pas du tout dans une relation safe et dans laquelle on va être accueilli. » Alors elle dit pourquoi comment ça, je comprends pas. Et elle dit il lui dit tu vois, t'es là genre viens mon petit, mais oui viens, mais si viens, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et toi t'es là, tu guettes, et puis d'un seul coup tu fais ah je le savais, ça tu l'avais pas dit au début et machin. Et il lui dit à cette nana, tu t'attends pour piéger l'autre, pour le prendre en défaut, ouais. Et donc en fait c'est pas cool d'être en relation avec toi. Et toi, du coup, tu fais rien, t'es là, t'attends pour piéger l'autre. Et donc, en fait, ça, c'est sûrement quelqu'un qui a eu des mauvaises expériences avant et qui cherche à se préserver. On envisage souvent le couple comme on nous l'a enseigné ou comme on se l'est imaginé petit. Moi, j'ai grandi dans une famille où on montrait pas forcément ses sentiments, où on disait pas, où il fallait que ce soit très lisse, que la vie est lisse.
Donc moi j'ai Alors, vous grandi, imaginez bien que chez moi, c'était pas comme ça. Hein. moi j'ai grandi, ouais non mais c'est vrai, dans cette image de le couple est un long fleuve tranquille. Dans l'image que je m'en suis construit. Déjà moi je concevais pas les engueulades. J'ai mis du temps à me dire que si on s'engueule, C'est bon signe. En vrai, ce ouais, couple, et bah c'est pour, bon signe de ouais, s'engueuler. et bah pour moi, c'était presque à me dire, comme Chandler dans Friends, que la première fois qu'il s'engueule avec Monica. Ah Ah mince, donc c'est on se fini. sépare, du coup c'est Ouais. fini. Ouais. Bah, moi j'étais un peu dans ce schéma-là, parce qu'on m'a tellement inculqué, ou j'ai ressenti ça comme ça. Après Oui, c'est pas, je suis pas en train de critiquer qu'on m'a enseigné ça, c'est juste que moi je l'ai ressenti comme ça, de, bah s'il y a des hauts, ou des trop bas, enfin surtout des trop bas, c'est que c'est fini et que c'est pas la bonne personne. Presque. Parce que ça doit être lisse. Donc non, en fait, moi, ce que j'ai c'est pas aussi compris, simple que c'est ça. que c'est pas aussi simple que ça, et que c'est pas parce qu'on s'engueule, ou qu'on remet les choses à plat, ou qu'on pose tout, que c'est fini. Au contraire, ça fait une relation encore plus belle et profonde, en fait. Bah oui, parce que à partir du moment où on... Alors, l'idée, c'est d'essayer d'éviter le côté engueulade et de se hurler dessus. Bon, ce qu'on n'a pas toujours très bien fait, même dans cette grosse problématique qu'on a traversée, de laquelle on sort tout juste, hein, en vrai. Euh, euh, on s'est retrouvé dans des crises d'engueulade parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a C'est ça, tellement c'est de de trucs l'émotionnel, faut que qu'à un ça moment sorte, quoi. donné, C'est, ça, ouais. ça déborde. Donc l'idée, on n'est pas en train de vous dire que, comme conseil qu'il faut Gueulez-vous s'engueuler. dessus. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas ça l'idée. C'est juste que d'oser, en fait, quand il y a quelque chose qui dérange ou quand on sent qu'il y a une limite, parce que la colère, je rappelle, que c'est quand même une émotion qui vient t'indiquer, quand tu commences à ressentir de l'agacement ou de la colère, ça vient indiquer que tu te sens pas respecté dans tes limites, quelles qu'elles soient, physiques, émotionnelles, de fatigue, de proximité, quelqu'un qui est trop près, qui parle trop fort, trop truc machin, ben, tu peux aussi t'éloigner, demander à baisser le volume d'un truc qui t'agresse. Mais parfois, c'est toujours mon histoire de grenouille dans sa casserole où ça se met, où l'eau chauffe tranquillement. Et en fait, le moment où ça devient insupportable parce que ça brûle, on s'est pas rendu compte que ça montait. Je pense aux enfants qui vont faire plein de bruit, et tout d'un coup, c'est waouh, qu'est-ce que vous faites et bah, de pas avoir forcément senti Qu'il y a eu un moment où ça... c'était trop. ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est tout l'enjeu de la relation à l'autre, de réussir à sentir. Bah, c'est là où il faut bien se connaître, de sentir où sont ses limites et de réussir à oser les poser sans avoir peur d'être rejeté, etc. Donc, oser être authentique parce qu'on vous aimera pour ça ou on vous aimera pas pour ça, mais dans les deux cas, ce sera juste. Parce que si vous vous montrez sous un jour parfait, lisse ou qui correspond au goût des autres, alors qu'en fait vous n'avez pas du tout les mêmes goûts, bah, il va y avoir des efforts pendant des années et qu'à un moment donné de dire bah super, je te demande un effort en 20 ans, moi ça fait 20 ans que je me tape, je sais pas moi, le foot alors que je peux pas blairer ça, je te demande une fois de venir à un autre truc sportif et là tu me dis non, mais moi ça fait 20 ans, mais la personne en face elle a pas demandé ça en fait, elle a pas forcément demandé ça Ouais. et elle a pas conscience de cet effort là. Et là, je suis en Donc train ne de... faites pas des efforts invisibles. Non, ah, les efforts invisibles, ouais. Mm. Et c'est surtout aussi, là, je suis en train de me rendre compte que, en fait, on met au début, je trouve, sur les premières années, beaucoup plus d'énergie à vouloir que le couple aille bien plutôt que soi. Enfin, ou nous, en tout cas, ça a été ça. Oui, peut-être que pour Alors qu'on ne se rend pas compte qu'il faudrait d'abord que nous, on aille bien pour que le bah oui, couple aille bien, mais c'est en forcément. ça Ouais. où les couples sont soit thérapeutiques, soit névrotiques. Et thérapeutique, ça veut pas dire que finalement Que c'est bien. que c'est bien parce que ça s'appuie pareil sur des blessures. Et donc à un moment donné, ça deviendra problématique. Mais donc pour terminer cet épisode sans qu'il fasse 2h30, parce que sinon on peut y être encore pendant longtemps. Oui, alors ça, oui, on pourrait... Oui. Donc bah c'est-à-dire que pour vivre avec moi, faut aimer parler hein, et écouter, hein, parce que donc forcément on est un peu pareil tous les deux. Je confirme. Ben oui. Donc voilà, pour finir un peu, donc notre couple, ben, il est ce qu'il est. Il a presque 20 ans. Il a ses premières rides limites. Hein. Notre couple. Ouais, il était majeur il n'y a pas longtemps, là, voilà. Non, il a 20 ans, il va en boîte. Ouais, il va en boîte. Il est dans le voyage. Donc voilà, notre couple, il est ce qu'il est. C'est pas aussi rose que ça. Ça nous demande beaucoup de remise en question. Ça nous demande de nous interroger sur le fait de savoir si on a vraiment envie d'être ensemble ou pas. Quelles sont les conséquences si on reste ensemble, si on se sépare. On a déjà eu 2 fois ces conversations-là. Et pour l'instant, il en ressort qu'on continue de se choisir, même si on est conscient que parfois, même si ça ferait mal de se séparer, ben, y a des choses qui évolueraient plus vite individuellement, en tout cas, et qui seraient plus faciles à mettre en place. Mais on fait le choix et en étant conscient. Et en fait, c'est ça la clé. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes conscient de vos propres enjeux,
individuels, des enjeux de votre couple, et ben vous pouvez faire le choix parfois de dire oh là on fait de la merde, on s'en fout, de repartir dans des anciens travers parce que finalement c'est hyper conscient et donc il n'y a plus le côté névrotique et donc c'est moins problématique. C'est pour ça que c'est pas une histoire de est-ce que j'ai fait le bon choix, c'est d'accepter de moduler et d'être souple et que les choix changent et d'accepter que tu changes, toi qui écoutes derrière le micro, que tu changes au fil du temps et d'accepter de changer ton cadre, d'accepter d'avoir des attentes différentes et de ne pas vouloir te retenir, t'accrocher à ce qui était demain ou de courir après un idéal que tu trouves ne pas avoir aujourd'hui. Parce que les choses sont pas sous un globe de verre comme tu disais tout à l'heure, sont pas figées. Et si on essaye de maintenir un moment figé, c'est là où finalement on va résister contre le changement. Et c'est jamais le changement qui est douloureux, c'est le fait d'y résister. Ouais. Bon, et 55 minutes presque, on va peut-être s'arrêter là. Merci, merci d'avoir eu envie de venir dans le podcast et merci. Mais je reviendrai, hein. Tu reviendras. Ouais. Ça t'a plu finalement. Ouais. Bon, on a plein de trucs à dire. Bah oui, on peut. Ah oui, moi on me donne n'importe quel sujet, je parle. Hein. Ouais. Donc, non, je reviendrai. J'ai bien aimé. Très bien. Et on choisira un autre sujet ou s'il y a un sujet que vous avez envie. Qu'on aborde à deux, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. Et en attendant, comme toutes les semaines, je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute, et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.